Je procéderai d'abord par présenter toutes mes excuses à la Chambre, à tous, pour ce retard qui n'est pas dû de mon propre fait. Je reviens de Tombouctou et heureux d'être parmi vous. L'essentiel de mon intervention tiendra en deux volets. Le premier volet, c'est l'essentiel des observations plus ou moins pertinentes. Et le deuxième volet concernera bien sûr la réponse des victimes à la culpabilité et au pardon tel qu'exprimé lors des audiences passées. Monsieur le Président, Messieurs les juges, je suis le représentant légal des victimes de Tombouctou. Dans leur ensemble, frappées par la honte. Une honte infligée par M. Almadi et les membres d'Ansardine lors des événements de 2012. Une honte indicible et mal vécue depuis lors. C'est la honte de voir leurs ancêtres dévoilés en plein jour, à coups de pioche, de houes et d'armes blanches. C'est la honte de voir leurs seins dévoilés et démystifiés sans autre forme d'explication. Lorsqu'il y a honte, le besoin de se cacher est plus fort qu'une simple envie de se couvrir pour se voiler ses imperfections. Pourtant, les victimes de Tombouctou refusent de se cacher. Et par notre voix, elles viennent devant votre chambre exprimer leur honte et leur souffrance, mais aussi leurs espoirs et leur confiance. Monsieur le Président, Messieurs les juges, je suis le porte-voix des victimes de Tombouctou. C'est la voix des mausolées, des monuments qui sonnent comme un son de cloche au travers de la mienne. Elles sonnent pour faire entendre leur cause et celle de la communauté internationale dans son ensemble. Une voix emporte des échos pour les auditeurs de la haine ou de la violence ou de la colère. Celle-ci est un cri de douleur. Et c'est la volonté des victimes de Tombouctou de crier pour être entendues et pour se faire comprendre. Monsieur le Président, pour la première fois de son histoire,
votre cours a l'opportunité de juger un homme, M. Almadi, pour la destruction du patrimoine culturel et mondial. C'est une chance, un signe fort quand on considère les constantes destructions des monuments historiques et religieux qui perdurent encore aujourd'hui à travers le monde. Monsieur le Président, lorsque j'ai pris en main ces dossiers, les victimes ne participaient pas à la procédure. Elles viennent aujourd'hui devant vous pour le besoin de leur cause, parce qu'elles ont en elles, toutes, de manière différente, une honte vécue comme une souffrance irréparable. Messieurs les juges, pour comprendre, je me suis posé 3 questions sur le terrain du crime et lors de mes entretiens avec les victimes de Tombouctou. Quel est le lien entretenu par les victimes avec les mausolées? Comment se sentaient-elles au moment de leur destruction en 2012? Et quel demeure l'impact de la destruction 4 ans plus tard? Et sans se concerter, toutes les personnes que j'ai rencontrées ont répondu de la même manière. Toutes ont fait part de leur souffrance et de leur attente d'une justice exemplaire à la hauteur des crimes commis. Toutes les victimes que je représente ont exprimé leur honte et la rupture intellectuelle subie après le choc. Lorsque j'interroge la victime A35006/16, je cite, « J'étais abattu, j'ai eu des vertiges, je suis resté impuissant, car je n'étais pas armé pour agir. » Toutes ces victimes que je représente ont exprimé leur honte et la rupture intellectuelle subie après le choc, comme je le disais. Monsieur le Président, les victimes ne le sont devant votre juridiction que parce qu'elles peuvent prouver d'un préjudice subi en étroite relation avec le crime allégué. C'est en effet le cas en l'espèce. La honte et la souffrance ressenties par les victimes depuis leur destruction représentent un préjudice moral directement lié au crime commis par M. Almadi et les membres d'Ansardine. À ces préjudices moraux s'ajoute un préjudice financier. Lorsque j'interroge les victimes, A35004/16 souligne la honte, la perte financière. À ce préjudice
moral qui est aussi financier. Nombreuses sont les victimes qui tiraient des mausolées aux revenus liés au tourisme et au pèlerinage. Et suite à la crise malienne, les touristes ont fui la région et les victimes ont vu leurs revenus grandement diminuer. En tout état de cause, le préjudice subi par les victimes est une honte infligée non seulement aux personnes physiques que je représente, mais aussi au mausolée en tant que personne morale. Monsieur le Président, Messieurs les juges, il existe un lien direct entre le crime commis par M. Al-Mahdi et les membres de son groupe, d'une part, et le préjudice subi par les victimes de l'autre. La honte ressentie par les victimes en voyant leurs seins nus et la honte éprouvée dans l'impuissance. C'est l'impuissance de ne rien pouvoir faire, car les esprits sont indéfendables. Les esprits protègent et défendent les vivants, mais ne peuvent demander aux vivants une quelconque protection. Or, à Tombouctou, les vivants ont assisté aux attaques des saints sans protection ni défense. C'est de là que vient la honte ressentie par les victimes. La honte de leurs saints pour certains, la honte de leurs ancêtres pour d'autres. Monsieur le Président, toutes les personnes que je représente aujourd'hui ont un attachement étroit à leurs ancêtres et à leurs saints. Ceux-ci étaient jusqu'à présent couverts de sépultures, mais sont aujourd'hui démystifiés. À défaut de tuer les morts parce qu'ils le sont déjà, M. Al-Mahdi et son groupe s'en prennent aux sépultures. Et ceci pour terroriser les vivants. L'accusé et son groupe forment une entité qui entend détruire les constructions et caractéristiques particulières à la base de l'identité et de la culture d'une nation qui est la nation malienne. Et c'est là pour affirmer une identité autre qui ne trouve pas de sens dans ce moment historique, ni de correspondance dans les valeurs protégées par le régime conventionnel de La Haye. Monsieur le Président, Messieurs les juges, l'occasion m'a été offerte de voir et comprendre, avant cette audience, l'ampleur du préjudice subi par les victimes de Tombouctou. Au Mali,
On croit en un créateur unique qui a insufflé un esprit en toutes choses, animé ou non. Mais le culte des ancêtres est également important. Les croyances magiques sont généralisées. L'islam, au début, religion des élites, s'est répandu au Mali, sans jamais éradiquer tout à fait les croyances animistes. À Tombouctou, la majorité des habitants pratiquent un islam très rigoureux, mais cohabitent toujours avec des croyances animistes ou mixtes. Ces croyances ont une influence profonde sur l'organisation sociale, encore aujourd'hui dirigée par les anciens. Et là encore, l'islam et la charia ne font que se superposer aux anciennes coutumes. La responsabilité familiale ou clanique d'un crime et le règlement d'un conflit par compensation financière reste souvent la règle. Malgré l'islamisation, les lignées restent matrilinéaires et la succession souvent collatérale. Monsieur le Président, dès son passé prestigieux, l'histoire troublée de Tombouctou, à l'époque moderne, n'a laissé subsister que de trop rares vestiges architecturaux. Les monuments religieux restent des éléments de référence essentiels dans la ville actuelle. Si les mosquées de El Henna, de Khalidi et d'Al-Goudour ont été détruites depuis longtemps, 3 monuments essentiels, la mosquée de Ndingareber, la mosquée de Sankoré et la mosquée de Sidi Yahya, témoignent encore, heureusement, de la grandeur de Tombouctou. En plus des mosquées, les 16 cimetières et mausolées des saints restent les éléments essentiels du dispositif religieux local. Loin d'être un simple amas de pierres, ces édifices religieux, vieux de plusieurs siècles, ont une lourde charge religieuse et affective pour les Tombouctiens. Selon les croyances populaires, les saints qui y reposent constituent un rempart protégeant la ville de tout malheur. Fondée entre le XIe siècle et le XIIe siècle par des tribus touaregs, et inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1988, Tombouctou a été un important centre intellectuel de l'islam et une ancienne cité marchande des caravanes. La cité des 333 saints a connu son apogée au XVe siècle. La perle du désert, jadis grand centre d'enseignement islamique, en plus de ses mausolées et mosquées,
conserve des véritables trésors. C'est ce patrimoine culturel et historique qui a été détruit par M. Al-Mahdi et ses complices d'Ansar-Dine. Dans la cité des 333 saints, le groupe ne s'est pas attaqué à des simples tombeaux, mais à des précieux vestiges de l'histoire africaine et mondiale. Ces destructions constituent un véritable drame, non seulement pour ce pays, mais pour toute l'Afrique et toute l'humanité. Cette destruction représente surtout l'anéantissement des efforts entrepris depuis 1993 par le ministère malien chargé de la culture, date à laquelle il a créé une mission culturelle de Tombouctou, une structure légère dont le rôle fondamental est d'assurer la préservation et la mise en valeur des sites en collaboration avec les structures communautaires. De plus, Monsieur le Président, Messieurs les juges, il y a toujours eu, de la part de la communauté internationale, un souci de protéger Tombouctou et ses mausolées. Depuis le début de la crise du Mali, on cite la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, qui a lancé pas moins de 10 appels, exhortant l'ensemble des parties au conflit, bien sûr, au respect de la préservation des sites et demandant la mobilisation de la communauté internationale pour protéger le patrimoine culturel malien. Dans le même sens, l'UNESCO, représentant la communauté internationale dans son ensemble, a adressé des lettres aux dirigeants des pays voisins du Mali, de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO, à l'Organisation islamique pour l'éducation et les sciences et la culture, à l'Union européenne, au secrétaire général des Nations unies et à la Cour pénale internationale. Les tenant au courant et leur demandant de prendre des mesures fortes pour protéger le patrimoine malien en danger. L'UNESCO a ainsi exhorté à la coopération de tous afin de protéger ces sites qui témoignent de l'âge d'or de Tombouctou et de son histoire qui remonte à une dizaine de siècles. Suite aux premières destructions des monuments à Tombouctou en juin 2012, Madame Bokova a exprimé son désarroi et sa consternation. Pour elle, les informations selon lesquelles les mausolées de Sidi Mahmoud, Sidi Mokhtar et Alpha Moya auraient été détruits étaient consternantes. Car rien ne peut justifier de telles destructions. La directrice a par ailleurs appelé toutes les parties impliquées dans ce conflit à mettre un terme à ces actes terribles et irréversibles, à exercer leurs responsabilités et à protéger cet inestimable patrimoine culturel pour les futures générations. Faisant suite à l'opération Serval,
et à la libération de Tombouctou. Un rapport sur l'état de conservation du bien a été soumis à l'UNESCO par le Mali en janvier 2013. Ce rapport s'appuie sur des informations collectées auprès des personnes ressources restées sur place malgré le conflit. Il donne une vue d'ensemble de la situation des différents monuments constitutifs du patrimoine protégé. Le rapport fait notamment état de la destruction par les groupes armés des mausolées d'Amadou Foulane, de Baber Babadjé et de la porte sacrée de la mosquée de Sidi Yahya. Il fait par ailleurs état de la destruction complète de 9 des 16 mausolées entre mai et juillet 2012. Le rapport porte évidemment sur les destructions qui portent grandement préjudice à l'authenticité et l'intégrité de ce bien inscrit au patrimoine mondial depuis 1988. Monsieur le Président, si la conservation et la préservation de Tombouctou suscitent tant d'efforts, c'est grâce à la valeur intrinsèque de ces monuments, à leur qualité substantielle, non seulement traditionnelle, mais également spirituelle. Messieurs les juges, Tombouctou n'est pas qu'une masse de pierres, sépultures des 333 saints et autres mausolées. C'est une incarnation de la civilisation africaine et de sa grandeur. Tombouctou est l'incarnation de l'intelligence africaine, islamique, de la recherche scientifique, philosophique et spirituelle qui s'y sont développées. La destruction ne doit pas être plus présente dans les mémoires collectives que sa construction. Pourtant, la souffrance infligée par la croyance brisée est durablement ancrée dans ses mémoires. Il n'est pas aisé d'effacer son impact par une restauration incomplète ou par des efforts de reconstruction abrégés, bien qu'en soit louable. Monsieur le Président, Tombouctou est connu par le monde comme une cité mythique et mystique. Un des tout premiers sites africains à avoir été inscrit sur la liste des patrimoines mondiaux de l'humanité. Lors de la nomination de ce bien, c'est surtout l'aspect historique de ce haut lieu, intellectuel et spirituel, qui a été mis en avant. Les éléments inscrits, les 3 grandes mosquées et les 16 mausolées des principaux saints de la ville ont été reconnus comme un ensemble d'éléments ayant joué un rôle essentiel dans la diffusion de l'islam en Afrique à une très haute époque. Elles témoignent de l'âge d'or de cette capitale intellectuelle et spirituelle à la fin de la dynastie askéenne. Monsieur le juge, le continent africain a toujours accordé de l'importance à la protection des biens culturels classés et a déjà sanctionné plusieurs violations de ce principe. Les mausolées de Tombouctou, eux aussi, sont les symboles. L'identité de tout un peuple. Un symbole depuis lors attaqué, détruit et brisé.
Monsieur le Président, l'âge d'or de Tombouctou n'est plus. Aux yeux des victimes que je représente, Tombouctou a perdu son mythe. Et ce crime mérite sanction. Tombouctou pour l'Afrique est comme Paris et sa tour Eiffel pour la France. Les pyramides pour l'Égypte, qu'aucun touriste ne rate. La reconstruction des mausolées, entreprise par l'UNESCO, n'a pas suffi à atténuer le préjudice subi par les victimes. Aux yeux de l'ensemble des victimes que je représente, la reconstruction des monuments n'a pas suffi à renouer le maillon spirituel brisé. Maillon spirituel entre les vivants et les saints. Le processus de reconstruction et de sauvegarde de ce patrimoine culturel du Nord Mali n'a pas suffi à réparer les esprits. À l'occasion de la reconstruction, Madame Bokova s'est à nouveau rendue sur place et a rendu hommage aux communautés locales, sans lesquelles cette reconstruction n'aurait pas été possible. La directrice générale a notamment salué le travail des maçons de Tombouctou, dont le savoir-faire ont été déterminants dans la reconstruction de certains édifices saccagés. Et je cite la directrice générale, « Votre courage est leçon de tolérance, de dialogue et de paix et une réponse à tous les extrémistes. » A-t-elle déclaré. Votre action pour sauvegarder les éléments essentiels de votre histoire est la preuve que le Mali se relève, se rassemble et reprend confiance. Monsieur le Président, le Mali se relève, il est vrai, mais malheureusement, et malgré ces efforts entrepris, le lien brisé demeure et constitue aux yeux des victimes que je représente un préjudice irréparable. Le lien entre vif et sain est représenté par la remise des clés. Ce sont les clés des mausolées, remises à leurs gardiens et aujourd'hui brisées. Toutes les victimes, personnes physiques que je représente devant votre chambre, ont en effet reçu une clé. Cette clé symbolise ce lien entre les vivants et les esprits. Cette clé est le témoin d'un relais d'un passage d'une génération vers l'autre et d'une existence liée à celle du mausolée. Messieurs les juges, il faut bien le comprendre. La remise de clés crée un lien presque palpable entre la personne physique et le monument sacré. Si le sacre suffit à lui seul à pacifier la relation avec Dieu, la clé en est la représentation symbolique. En recevant cette clé, les personnes qui sont aujourd'hui victimes sont devenues gardiennes. Gardiennes de la valeur spirituelle et ancestrale transmise. La destruction des mausolées, les victimes l'ont ressenti dans leur chair. En attaquant les morts, M. Al-Mahdi et son groupe ont attaqué les vivants. Monsieur le Président, honorable juge, lorsque le mythe d'un enfant tombe, c'est tout son univers qui s'écroule.
Et plus difficile sera la reconstruction de sa confiance. Les victimes que je représente aujourd'hui ont tous les mêmes saints dans leur univers de croyance et d'adoration, les mêmes ancêtres sanctifiés et à ce jour démystifiés. Monsieur le Président, Monsieur le juge, c'est ce sentiment que les victimes que je représente entendent rapporter à votre chambre. Le sentiment de l'irréparable, le sentiment de la souffrance provoquée par ce préjudice qui les amène à crier au lieu de prier. Ainsi, lorsqu'un enfant découvre son père nu, son héros, son modèle, tout son monde s'écroule. L'enfant ne regardera plus son père en héros surnaturel, mais en être faillible. Les victimes de Tombouctou sont en admiration devant leur saint, comme les enfants devant leur père. Elles ont assisté, comme des enfants impuissants, à la destruction de leur mythe. Monsieur le Président, le but recherché par la commission de ces crimes, par la destruction des constructions historiques, est un but philosophique et révisionniste. C'est un scénario du pire et une politisation du crime mise en place par des bandits armés. Un crime bien préparé et commis pour provoquer non seulement la destruction des âmes, mais la démystification des esprits. De manière plus générale, s'attaquer à la culture, au patrimoine d'un peuple, c'est réduire en cendres son âme et à ses racines. C'est effacer la mémoire et le passé de ce peuple en lui enlevant ses repères, ses valeurs. L'auteur de tels faits n'agit pas, non pas contre un individu en particulier, mais contre toute une communauté. Je citerai en bref Stephen Rapp, ancien procureur en chef du tribunal pénal international pour le Rwanda et le tribunal spécial pour la Sierra Leone, spécialiste des crimes de guerre, qui affirmait que la destruction d'objets religieux, je cite, culturels ou historiques, ainsi que du patrimoine, est une autre manière de détruire une civilisation, détruire une religion, le genre des choses sur lesquelles une société est basée. En sus de ces exactions, commises non encore poursuivies, la démolition des lieux saints à Tombouctou par M. Almadi et ses hommes n'est pas un accident, mais participe bien d'une volonté destructive. M. Almadi et son groupe estiment que ces mausolées sont des idoles bannis par la charia. Ils ont voulu détruire les biens considérés comme hérétiques et interdits selon une interprétation fondamentaliste du Coran. La mainmise dans Sardine sur les mausolées s'inscrit dans une logique d'éradication du passé, du
peuple tombouctien et de ses marqueurs identitaires. Il n'est pas juste ici question d'un simple dommage collatéral d'une guerre traditionnelle, mais l'annihilation du patrimoine devenu arme de guerre. En conséquence, les victimes de Tombouctou souffrent moralement, comme d'autres souffrent partout au sein de la communauté mondiale. C'est parce que Tombouctou, bien inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, est devenu le miroir de la souffrance commune. Monsieur le Président, Monsieur le juge, si je peux me permettre de citer Raphaël Lemkin, qui avait déjà théorisé en 1933 sur la nécessité d'englober dans la catégorie des crimes internationaux les plus graves les actes de vandalisme. Ce célèbre juriste affirmait qu'une attaque contre une collectivité peut aussi passer par la destruction des œuvres qui sont le témoignage et la preuve de son âme et de son génie. Monsieur le Président, le postulat de cette affirmation est que l'apport de chaque culture à la culture mondiale constitue une richesse pour l'humanité tout entière. Ainsi, la destruction systématique et organisée de l'art et du patrimoine culturel de n'importe quelle nation devrait être considérée comme un acte de vandalisme commis contre la culture mondiale. L'auteur d'un tel crime cause un dommage irréparable, non seulement aux propriétaires de l'œuvre détruite et à la collectivité à laquelle il appartient, mais aussi à l'humanité tout entière. En définitive, l'intention criminelle de l'auteur de tels crimes était pour ces juristes contraire à la culture et au progrès de l'humanité. Depuis 1933, les choses n'ont pas changé. La jurisprudence internationale du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a reconnu le crime de guerre de destruction du patrimoine culturel et historique comme un crime de destruction des mémoires et des âmes. Le jugement de 2004 constitue en ce sens un précédent. Alors que l'accusé plaidait coupable d'un tel crime, la Chambre a considéré, je cite, que le bombardement de la ville, vieille ville, de Dubrovnik, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité en 1975, a constitué une attaque non seulement contre l'histoire et le patrimoine, culturel de l'humanité, mais c'est un crime. La Chambre a par ailleurs considéré que si une attaque contre des bâtiments civils constitue une violation grave du droit humanitaire international, c'est encore un crime plus grave d'attaquer un site spécialement protégé. Monsieur le Président, cette jurisprudence le montre bien que c'est un crime irréparable, tel que celui que votre Chambre a à connaître aujourd'hui, qui n'est pas atténué par un aveu de culpabilité, même si tous l'acceptent. Pour ces méfaits, M. Almadi a en effet reconnu sa culpabilité.
Vu les éléments de preuve soumis par l'accusation, il lui était difficile de faire autrement. M. Al-Mahdi tente aujourd'hui de nous convaincre que son admission de culpabilité est inconditionnelle et est ouverte et a exprimé ses remords pour les actes commis. Cependant, la question véritable qui se pose chez le président est de savoir si un tel aveu de culpabilité est sincère et découle d'une véritable volonté de réparer les préjudices subis par les crimes. Mais ne nous y trompons pas, les mots seuls ne peuvent suffire. Entre parenthèses, le pardon aurait pu sortir du bout des lèvres au stade préliminaire. Il n'est jamais sorti. Gardons à l'esprit le mode opératoire du groupe armé en Sardine, tel que notamment illustré par les différentes vidéos de propagande, présentées en partie par le bureau du procureur. Ces vidéos démontrent le caractère délibéré, longuement pensé et planifié de l'attaque sur les monuments historiques et religieux. M. Al-Mahdi a apporté son soutien et son concours de toutes les manières possibles à ces actes inouïs. Il a participé lui-même à la destruction des mausolées en collaboration avec d'autres. Pire même, il a utilisé ses connaissances et son savoir, non pas pour promouvoir la diversité et le respect, mais pour semer l'ignorance et l'intolérance. Il a joué un rôle unique et central en préparant des recherches et des avis permettant de justifier l'atrocité des crimes commis. M. Al-Mahdi s'est présenté comme la clé de voûte dans le cadre de la propagande orchestrée bien sûr par les troupes, qui étaient des troupes armées. Ce soutien par M. Al-Mahdi a été essentiel pour attacher une image savante à ces actes ignobles, ce qui s'inscrit pleinement dans la stratégie dans Sardine, qui repose sur la large couverture médiatique. Monsieur le juge, il est principalement question dans cette affaire d'un crime perpétré contre le patrimoine culturel. Alors, il n'existe pas de plus aberrant et de plus criminel que celui-ci contribue à la diffusion de l'obscurantisme. Ceci est beaucoup plus dommageable, beaucoup plus dramatique que la simple destruction matérielle de monuments. La destruction des esprits n'est en réalité que le prélude, une précondition nécessaire à la commission des crimes relevant de la compétence de cette Cour. C'est pour cela que les victimes ont certainement raison de douter de la sincérité de l'aveu et des remords exprimés par l'accusé. La réalité est que les victimes
prennent mal l'aveu de M. Al-Maldi. Certains pensent même que l'aveu de culpabilité ne sert que les responsables de ces crimes. J'en témoigne parce que j'en reviens. Toutes les victimes sont remontées. Le pardon est prononcé au mauvais endroit, selon leur dire. Pourquoi devant la cour? Il fallait avant. Le pardon est prononcé tardivement au stade du procès. Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, les victimes viennent respectueusement devant votre Chambre demander à ce que la conservation et la protection des biens culturels soient assorties des sanctions exemplaires. Car il n'est pas seulement question de restaurer le patrimoine détruit, mais de montrer au monde que de tels crimes ne peuvent rester impunis. Monsieur le juge, l'exemplarité de la sanction que vous prononcerez marque le début d'une ère nouvelle dans la protection juridique des sites protégés. L'heure est venue de sanctionner sévèrement les violations qui aboutissent à leur destruction. Et c'est là au Mali, mais également en Afghanistan, en Syrie ou en Irak. Ce procès doit marquer à jamais l'histoire, marquer à jamais dans la lutte contre l'impunité et la lutte contre la destruction de notre patrimoine commun. Les victimes que je représente considèrent que ce crime est historique. Et historiques sont les crimes les plus graves que l'humanité a voulu punir en créant une cour pénale internationale et permanente. C'est parce que la destruction des monuments sacrés et historiques que toutes les victimes attendent que sa répression le soit tout autant. Que le jugement que vous rendrez aboutisse à une sanction exemplaire pour le passé, mais surtout pour l'avenir. Monsieur le Président, honorables juges composant cette formation, les victimes que je représente remercient votre Chambre pour le temps qui leur a été accordé. Je vous remercie. Thank you. Thank you. Le juge président, merci beaucoup, Maître Kassongo. Le juge Mindoua souhaiterait vous poser quelques questions, Maître Kassongo. Oui, Maître Kassongo, j'ai deux petites questions pour vous. La première question. Quelles victimes représentez-vous exactement? S'agit-il de 5 victimes reprises sur les 5 formulaires ou représentez-vous toute la communauté de Tombouctou? Merci. Merci, monsieur le juge. Je représente les victimes autorisées par votre Chambre à participer à cette procédure. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, ma deuxième question. Je voudrais revenir un peu sur la question du préjudice subi par ces victimes. Bien sûr, vous avez dit Tombouctou n'est pas qu'une masse de pierres. En détruisant les mausolées, les assaillants n'ont pas attaqué que 2 pierres. La honte a été infligée à Tombouctou ainsi qu'à la communauté internationale tout entière.
qui ont ainsi subi un préjudice irréparable. Mais je voudrais revenir spécifiquement sur la question, sur les mausolées en tant que tels. En droit romano-germanique, vous le savez très bien, la réparation d'un dommage matériel est gouvernée par le principe de la réparation intégrale du préjudice. Ainsi, l'indemnisation doit couvrir à la fois la perte éprouvée par la victime, en latin nous disons damnum emergens, et le gain manqué. Encore une fois en latin, nous disons lucrum cessans. Les familles gardiennes des mausolées percevaient-elles des revenus? À un moment donné, vous avez parlé des gains provenant des touristes. Parce que pour moi, j'ai encore de l'obscurité sur cette question. Les familles gardiennes recevaient-elles des gains provenant de ces touristes pour la garde des mausolées? Merci. Merci, monsieur le juge. Si je peux encore apporter une précision, je porte la voix des victimes. Je me suis posé la question pour comprendre. Et ça n'a pas été facile. La technicité du droit et des systèmes juridiques que nous mélangeons à la Cour n'est pas chose aisée pour la compréhension des victimes sur le terrain. À mon esprit, j'ai dû relativiser la notion de perte des revenus. Je ne me suis pas étendu longuement sur cette question, tout simplement pour éviter la confusion. Nous n'avons pas la notion des revenus au sens occidental du terme, c'est plutôt au sens local. À côté du mausolée se concentre une vie, une activité. C'est à l'occasion du tourisme, monsieur le juge, que les gens qui sillonnent, que les adeptes qui sillonnent autour du mausolée tirent le maigre bénéfice ou tirent le maigre revenu journalier de ce qu'ils peuvent vendre, de ce qu'ils peuvent transiger. Il ne s'agit pas du revenu au sens générique, au sens occidental du terme. Et lorsqu'il n'y a pas de tourisme, nous pouvons bien le concevoir ici, le revenu baisse, le revenu diminue. C'est en ce sens-là que la rareté des touristes, l'absence du tourisme, le fait que Tombouctou est devenu un lieu peu sûr, fait perdre le maigre revenu. On utilise le sens, le terme, le mot revenu pour se faire comprendre. Mais c'est plutôt l'argent que peut gagner dans une transaction commerciale ou des rapports commerciaux, entre guillemets, autour du mausolée. À ce jour, ces gardiens tirent de ce tourisme le maigre rentrée ou des maigres rentrées. La rareté des touristes fait perdre ne fût-ce que le moindre centime qu'ils pouvaient imaginer. Ne serait-il pas possible de parler de la perte d'un revenu minimum? Je pense que votre chambre en appréciera. Le sens que nous donnons aux dommages matériels dans nos systèmes juridiques doit être adapté aux réalités locales.
doit être adapté aux réalités de Tombouctou. La présence des touristes rapporte peu, soit-il. C'est en ce sens-là qu'ils ont mis l'accent. Ce n'est pas de mon fait, c'est de leur expression, de ce qu'ils ont perdu.